Pablo Escobar n'était pas seulement un baron de la drogue. C'était un visionnaire, un stratège, qui voyait bien au-delà des limites conventionnelles du crime. Le trafic de drogue, qui a déjà trouvé des voies aériennes et terrestres, devient de plus en plus risqué. Qu'a-t-il fait? Il a innové comme peu de gens auraient osé. Escobar savait que pour rester au sommet du cartel de Medellín, il lui fallait une stratégie qui tromperait même les plus expérimentés. Et c'est ainsi que les narcos sous-marins sont sortis des profondeurs de leur génie criminel. Ici, nous ne parlons pas seulement de drogue et d'armes, mais bien de technologie et de logistique au plus haut niveau. Pouvez-vous imaginer le mystère de l'histoire enveloppé dans tout cela? Au milieu d'une répression croissante, Escobar a décidé que l'océan serait sa nouvelle route. Une route maritime, invisible aux yeux du gouvernement et des forces internationales. C'était une démarche audacieuse, ingénieuse et, en même temps, stimulante. Après tout, qui contrôlerait l'immensité des mers? Les narcos sous-marins étaient la réponse, mais, comme toutes les innovations, ils apportaient plus d'énigmes que de solutions immédiates. L'impact de cette décision se ferait sentir à plusieurs niveaux, tant en Colombie que dans le monde. Cependant, le secret des narcos sous-marins n'était pas facile à reproduire. Il ne s'agissait pas seulement d'une curiosité historique, mais d'un changement structurel dans le trafic de drogue. Escobar savait que s'il voulait garder le contrôle, il aurait besoin d'un réseau d'alliés et d'ingénieurs capables de construire cette flotte sous-marine presque invisible. Ainsi, sous l'œil vigilant des autorités, il a transformé une idée en l'une des innovations les plus emblématiques de la criminalité moderne. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette invention n'était pas seulement un coup d'État contre les autorités, mais une redéfinition du fonctionnement du trafic de drogue à l'échelle mondiale. L'impact de cette nouvelle stratégie se fait encore sentir aujourd'hui. Voulez-vous savoir comment Escobar a utilisé cela à son avantage et quelles en ont été les conséquences? Plongeons plus profondément dans ce mystère. Pablo Escobar n'a pas débuté comme un génie criminel, mais comme quelqu'un qui savait voir les opportunités. Dans les années 1970, le trafic de drogue a commencé à prendre de l'ampleur, et Escobar a vu une opportunité que peu de gens ont réalisée. Avec un sens aigu des affaires et un esprit impitoyable, il a commencé son parcours en tant que petit trafiquant de drogue. Cependant, ce qui le distinguait était sa capacité à grandir rapidement. Sous son commandement, le cartel de Medellín deviendrait le plus grand empire de la drogue au monde. Escobar est rapidement devenu synonyme de pouvoir, de peur et de fortune incalculable. Le mystère de l'histoire d'Escobar ne réside pas seulement dans ses actions criminelles, mais aussi dans la manière dont il a bâti son influence. Il ne s'est pas limité au trafic. Il dominait la politique, soudoyait les autorités et contrôlait tous ceux qui croisaient son chemin. Escobar a acheté des loyautés et a manipulé le système de manière magistrale. Pour lui, il n'y avait pas de limite. Et lorsqu'il a réalisé que la répression s'accentuait, il a su que l'innovation serait essentielle. La pression croissante des autorités sur le trafic de drogue exigeait des solutions plus audacieuses, et Escobar y était prêt. À mesure que son empire se renforçait, les persécutions augmentaient également. La police, l'armée et les agences internationales ont uni leurs forces pour tenter d'endiguer le flux de drogue. Les routes aériennes et terrestres, auparavant sûres, sont désormais sous surveillance constante. C'est à ce moment-là qu'Escobar commença à considérer l'océan comme la prochaine frontière. Il comprit que les mers, avec toute leur immensité et leur mystère, pouvaient être la nouvelle route de son empire. Le cartel de Medellín n'a pas seulement accepté ce défi, il l'a relevé avec ferveur. Escobar savait que la clé pour maintenir la domination du cartel de Medellín était de sortir des sentiers battus. Le besoin d'innovation dans le transport de la drogue devenait de plus en plus urgent et l'océan semblait la voie idéale. Le pouvoir d'Escobar grandit avec la répression et il était prêt à aller plus loin que quiconque pour protéger son empire. Le trafic de drogue était sur le point de changer radicalement. Voulez-vous savoir comment cette transformation s'est produite et quel a été le rôle d'Escobar dans cette énigme de l'histoire?
L'intrigue s'approfondit encore plus à partir d'ici. Au début du trafic de drogue, les itinéraires de transport étaient relativement simples. Les camions traversèrent les frontières, les avions chargés survolaient les terres et les rivières servirent de route à la contrebande. Cependant, au fil du temps, ces routes sont devenues une cible constante pour les autorités. La répression internationale du trafic de drogue s'intensifie à une vitesse vertigineuse. Des radars ont été installés, des avions de surveillance ont volé en permanence et le contrôle des frontières est devenu implacable. Les routes traditionnelles se fermaient, obligeant les cartels à repenser leur stratégie. Escobar, toujours en avance sur son temps, s'est vite rendu compte que les méthodes conventionnelles ne suffiraient pas. Le trafic aérien, qui était autrefois l'un des moyens les plus efficaces pour transporter de grandes quantités de drogue, est devenu un risque constant. Les forces de sécurité étaient mieux préparées et de nouvelles saisies avaient lieu chaque jour. Les frontières terrestres étaient également de plus en plus surveillées, avec des points de contrôle renforcés et une surveillance plus stricte. Le changement était inévitable. Les jours du franchissement des frontières sans obstacle étaient comptés. Les risques ont augmenté non seulement en termes de saisie, mais aussi de pertes financières. Chaque avion capturé, chaque cargaison confisquée représentait des millions de dollars qui disparaissaient en un instant. L'impact sur le cartel de Medellín fut important et Escobar savait qu'il devait réagir rapidement. Ce n'était pas seulement une question de profit, mais de survie de son empire. Les routes aériennes et terrestres, autrefois synonymes de succès, deviennent désormais une voie incertaine et dangereuse. Il était clair qu'une nouvelle solution devait émerger. L'époque exigeait de la créativité et de l'audace, ce qu'Escobar a toujours eu en abondance. Il a compris que l'avenir du trafic se trouvait loin des routes et du ciel. Il y avait une autre voie, peu explorée, la mer. Mais comment pourrait-il transformer cet océan vaste et incontrôlable en une route sûre pour ses opérations? Cette énigme de l'histoire était sur le point d'être résolue et allait changer à jamais le trafic de drogue. L'idée des narcos sous-marins n'est pas née du jour au lendemain. Escobar savait qu'à la fin du siège, il lui fallait quelque chose au-delà des routes traditionnelles. La surveillance aux frontières et dans les airs s'est intensifiée et les opérations policières sont devenues de plus en plus sophistiquées. Dès lors, une question résonnait dans son esprit. Comment déplacer des tonnes de cocaïne sans être vu? C'est alors que l'océan, avec toute son immensité, s'est présenté comme une solution presque parfaite. Mais comment transporter de la drogue dans les profondeurs sans attirer l'attention? La réponse réside dans les sous-marins. L'origine des narcos sous-marins est entourée de mystères et de curiosités. Certains disent que l'idée a été inspirée par des histoires d'espionnage militaire, tandis que d'autres affirment que les ingénieurs navals, bénéficiant de la généreuse rémunération d'Escobar, étaient les véritables cerveaux derrière cette invention. Ce qui est sûr, c'est qu'Escobar était prêt à investir tout ce qui était nécessaire pour développer cette nouvelle route sous-marine. Le cartel de Medellín se préparait à l'une des plus grandes innovations de l'histoire du trafic de drogue. Des ingénieurs ont été secrètement appelés pour travailler sur le projet. Dans des chantiers navals cachés dans la jungle, ils ont commencé à construire de petits navires submersibles. Il ne s'agissait pas de sous-marins de guerre sophistiqués, mais plutôt de véhicules furtifs, conçus pour transporter de grandes charges de cocaïne et passer inaperçus. Ces ingénieux dispositifs n'étaient pas entièrement immergés. Ils naviguaient en surface, mais avec une grande partie de leur structure cachée sous les eaux. Le génie de cette conception résidait dans sa simplicité, qui évitait la détection par radar et par surveillance aérienne. Au fil du temps, les narcos sous-marins sont devenus une pièce maîtresse de l'empire d'Escobar. Sa capacité d'innovation semblait illimitée. Cependant, chaque nouvelle idée s'accompagnait de nouveaux défis. Construire ces sous-marins n'était pas une tâche simple, et le risque de panne technique était énorme. Mais Escobar était convaincu qu'avec cette innovation, le cartel de Medellín garderait une longueur d'avance sur les autorités. Vous voulez savoir comment ces sous-marins fonctionnaient réellement et quel impact ils ont eu sur le trafic mondial? Le mystère s'approfondit encore plus bas.
les narcos-sous-marins d'Escobar étaient ingénieux par leur simplicité et dévastateurs par leur efficacité. Il ne s'agissait pas de sous-marins militaires entièrement submersibles, mais de petits navires semi-submergés, difficiles à détecter par les forces navales et aériennes. Sa conception compacte permettait à seulement une partie minime de rester au-dessus de la surface, tandis que le reste était caché sous les vagues. L'objectif était d'éviter les radars et les patrouilles en glissant silencieusement sur les eaux comme une ombre sur l'océan. La technologie, bien que rudimentaire, s'est révélée incroyablement efficace et a constitué une véritable révolution dans le trafic de drogue. Chaque narco-sous-marin avait la capacité de transporter des tonnes de cocaïne sur des routes longues et dangereuses, traversant la haute mer sans éveiller les soupçons. L'exploitation de ces navires dépendait d'un petit groupe d'équipage, généralement entre 3 et 4 personnes, formés pour opérer dans le plus grand secret. Les voyages étaient dangereux et nécessitaient une connaissance approfondie de la navigation, car toute erreur pouvait entraîner des catastrophes mortelles. Mais pour Escobar, c'était le pari parfait, une récompense élevée avec une exposition minimale. Les itinéraires empruntés par les narcos sous-marins étaient soigneusement planifiés, profitant souvent des eaux internationales où la juridiction des autorités était plus complexe. Durant le voyage, les narcos sous-marins bénéficiaient de l'aide de complices sur terre ferme, qui surveillaient les marées et les mouvements des forces navales. De plus, la communication était maintenue par des signaux codés, garantissant que l'opération se déroulait sans interruption. Le succès de cette stratégie a laissé les autorités perplexes, car, pendant de nombreuses années, les navires sont passés inaperçus par les systèmes de surveillance les plus sophistiqués. Le mystère de l'histoire de ces navires réside dans la manière dont ils ont révolutionné le trafic de drogue. Escobar a non seulement créé une nouvelle forme de transport, mais a également modifié la dynamique même de la surveillance internationale. L'utilisation des narcos sous-marins a profondément ébranlé les forces de lutte contre le trafic, qui doivent désormais repenser leur stratégie. Et comment ces opérations sont-elles passées d'innovantes à essentielles pour le cartel de Medellín? Explorons le prochain chapitre de cette intrigue ingénieuse. La construction de narcos sous-marins était une opération entourée d'un profond mystère. Escobar savait qu'il ne pouvait pas utiliser les installations conventionnelles pour fabriquer ses engins sous-marins. Alors, où a-t-il décidé de construire ces sous-marins? Au milieu de la jungle dense et inhospitalière de Colombie, loin des regards indiscrets des autorités. Ces chantiers navals clandestins étaient de véritables forteresses cachées, auxquelles seuls ceux qui avaient une extrême confiance avaient accès. C'est là, sous le couvert d'une nature sauvage, que sont nées les machines qui allaient défier les forces navales de plusieurs nations. Les chantiers navals de fortune dans la jungle étaient ingénieux en eux-mêmes. L'opération impliquait des équipes d'ingénieurs, dont beaucoup étaient d'anciens militaires ou experts en navigation qu'Escobar avait recrutés grâce à de généreux pots de vin. Ces hommes, en échange de paiements élevés et de promesses de protection, ont utilisé leurs connaissances pour concevoir et construire des narcos sous-marins. Le processus de fabrication était méticuleux et plein d'improvisation. Après tout, les conditions dans la jungle n'étaient pas idéales pour construire des bateaux, mais avec les abondantes ressources d'Escobar, rien n'était impossible. Les matériaux utilisés dans la construction de ces narcos sous-marins étaient une combinaison de composants industriels et de modifications artisanales. Certaines parties des navires civils et militaires ont été modifiées pour garantir que les sous-marins puissent survivre sur de longues distances sans attirer l'attention. La structure des sous-marins a été conçue pour être suffisamment robuste pour résister aux conditions de mer difficiles, mais suffisamment discrète pour tromper les forces de sécurité. Chaque sous-marin avait une courte durée de vie car ils étaient construits pour une ou quelques missions. L'objectif était clair, transporter la drogue en toute sécurité, puis disparaître dans les profondeurs de l'histoire. Enfin, la fabrication de ces narcos sous-marins a été financée directement par le cartel de Medellín. Escobar n'a épargné aucune ressource pour assurer le succès des opérations. Des millions de dollars
ont été investis dans la construction et l'entretien des navires et le retour financier a été incommensurable. Avec chaque sous-marin accomplissant sa mission, Escobar augmentait sa domination sur le trafic mondial. Mais comment s'est déroulée la première mission réussie d'un de ces sous-marins? Ce moment historique est sur le point d'être révélé. La première mission d'un narco-sous-marin n'était pas seulement un test, c'était un geste risqué et calculé de la part d'Escobar. C'était un moment tendu, où chaque détail comptait. L'équipe, composée d'un petit groupe de membres d'équipage, savait que toute erreur pouvait être synonyme d'échec. Le narco-sous-marin était chargé d'une quantité impressionnante de cocaïne, et sa destination finale était une côte loin des regards vigilants des autorités. Les attentes étaient énormes, et le succès de cette première opération allait changer à jamais le cours de l'histoire du trafic de drogue. Alors que tous les regards étaient tournés vers les routes aériennes et terrestres, le lancement de la première mission submergée s'est déroulé dans le plus grand secret. Dans l'obscurité de la nuit, le narco-sous-marin a glissé dans les eaux, laissant derrière lui la jungle colombienne. L'équipage bien formé a dirigé le navire avec précision, guidé par des coordonnées méticuleusement planifiées. Chaque kilomètre parcouru était une victoire. Ils savaient qu'ils naviguaient dans des eaux dangereuses, non seulement à cause des conditions de mer, mais aussi à cause de la menace constante d'être interceptés. La tension à l'intérieur du sous-marin était palpable. Tout mouvement des eaux pourrait être interprété comme un signe de danger. Mais l'équipage était préparé. Ils ont traversé une série de points de contrôle invisibles, des itinéraires que les patrouilles navales auraient de peu de chances d'atteindre. Le succès de cette première mission a prouvé que les narcos-sous-marins constituaient effectivement une arme puissante dans l'arsenal d'Escobar. En traversant les eaux et en atteignant sa destination sans être détecté, le cartel de Medellín a fait un pas en avant dans la course au trafic international. L'impact de cette mission fut gigantesque. La nouvelle selon laquelle une cargaison d'une telle valeur avait traversé les eaux internationales indemnes parvint rapidement aux oreilles d'Escobar. Il a ainsi eu la confirmation que son innovation audacieuse était prête à être étendue. Mais que signifiait cette première mission pour l'avenir du cartel de Medellín? Dès lors, l'océan va devenir une voie vitale et les opérations immergées ne font que commencer. Vous voulez savoir comment les autorités ont réagi à cette nouvelle menace? La prochaine étape de cette énigme de l'histoire est sur le point d'être résolue. Une fois le succès de la première mission confirmé, le narco-sous-marin est devenu un outil essentiel dans les opérations du cartel de Medellín. Escobar savait que les autorités seraient bientôt au courant de cette nouvelle méthode, mais il était convaincu que l'océan, malgré toute son immensité, offrait encore suffisamment de cachettes pour ses sous-marins. Ainsi, chaque nouvelle opération était un jeu du chat et de la souris entre trafiquants et forces navales. La mission était toujours la même: passer inaperçu, éviter d'être détecté et réussir à livrer la cargaison. Les narcos-sous-marins étaient de véritables ombres dans les eaux. Les routes submergées ont été soigneusement choisies pour éviter les zones de patrouille navale, et les opérations de renseignement ont joué un rôle crucial. Des informateurs dans différents ports et postes de surveillance ont averti le cartel des mouvements des forces militaires. L'équipage, quant à lui, a été formé pour rester calme dans des situations dangereuses. Si une patrouille navale était repérée, les narcos-sous-marins avaient la capacité de rester immobiles pendant des heures en attendant que le danger passe. La technologie des narcos-sous-marins leur permettait également d'opérer à des profondeurs où les radars navals avaient du mal à les détecter. Ces véhicules furtifs naviguaient silencieusement sur les eaux, profitant du terrain océanique pour se cacher dans des criques ou derrière des formations rocheuses sous-marines. C'était un jeu de patience et de précision. Une erreur pouvait coûter des millions, mais la récompense était incalculable. À chaque opération réussie, le cartel de Medellín élargit son influence et son réseau de distribution. Mais les autorités étaient loin d'abandonner. Les forces navales ont commencé à adapter leurs tactiques pour faire face à cette nouvelle menace. Des sonars de pointe et des patrouilles plus fréquentes ont rendu les eaux plus dangereuses pour les narcos sous-marins. Le jeu est devenu de plus en plus risqué. Comment Escobar et son équipe
ont-ils réagi à cette pression croissante? Et comment ont-ils conservé leur avantage? Le chapitre suivant de cette histoire montre comment les narcos sous-marins sont devenus un atout stratégique vital pour le cartel de Medellín. Les narcos sous-marins sont rapidement devenus un élément clé de la stratégie du cartel de Medellín. Escobar considérait ces navires non seulement comme un moyen de transporter de la drogue, mais aussi comme un moyen de redéfinir le contrôle des itinéraires de trafic. Ces sous-marins donnaient au cartel un avantage que ses concurrents ne possédaient pas, une véritable arme secrète dans le jeu du trafic de drogue. Avec les mers sous leur contrôle, Escobar et ses alliés pourraient transporter des tonnes de cocaïne avec un risque considérablement réduit, échappant au regard vigilant des autorités. Cette innovation a provoqué un changement radical dans le trafic international de drogue. Le cartel de Medellín pourrait désormais envoyer d'importantes cargaisons vers des marchés à forte valeur ajoutée, comme les États-Unis et l'Europe, avec un taux de réussite bien plus élevé que toute autre opération aérienne ou terrestre. La logistique du transport aérien et terrestre de la drogue était limitée, mais l'océan offrait des possibilités infinies. Le cartel a ainsi consolidé sa position comme l'une des organisations criminelles les plus puissantes au monde, et la technologie des narcos sous-marins était le pilier de cette suprématie. L'avantage concurrentiel que les narcos sous-marins offraient au cartel de Medellín constituait également une menace directe pour les autres cartels. Escobar, toujours stratège, savait que pour maintenir cette supériorité, il lui faudrait à tout prix protéger ses secrets. Les ingénieurs qui ont travaillé sur la conception du sous-marin ont été traités avec le plus grand soin, et les opérations de construction et de maintenance ont été menées dans le plus grand secret. L'importance de ces sous-marins pour l'empire d'Escobar ne pouvait être sous-estimée. Ils étaient son arme la plus puissante dans le trafic mondial. Mais à mesure que l'utilisation de ces navires se développait, l'inquiétude des autorités internationales grandissait également. Les forces navales de différents pays ont commencé à intensifier leurs opérations de recherche et de capture, et la répression du cartel de Medellín n'a fait qu'augmenter. Comment Escobar a-t-il géré cette pression croissante et maintenu le contrôle? La réponse réside dans les partenariats obscurs et les alliances stratégiques qu'il a forgées en cours de route. Le prochain chapitre de cette histoire révèle comment ces alliances ont assuré le succès continu du cartel. La construction de narcos sous-marins ne serait pas possible sans la collaboration d'un réseau d'experts soigneusement sélectionnés. Pour donner vie à sa vision, Escobar a fait appel non seulement à des barons de la drogue expérimentés, mais également à des ingénieurs navals et à d'anciens militaires. Ces esprits brillants et en même temps sombres étaient recrutés dans diverses parties du monde, attirés par l'argent facile et les promesses de protection. Escobar savait que pour vaincre les forces navales et construire quelque chose de véritablement innovant, il lui faudrait des alliés aussi audacieux que lui. Ces ingénieurs ont joué un rôle déterminant dans le développement des narcos sous-marins. Certains avaient travaillé sur des projets militaires, d'autres étaient des spécialistes de la construction maritime. Ils ont apporté avec eux les connaissances techniques nécessaires pour concevoir des navires furtifs et efficaces. Les négociations entre Escobar et ses professionnels ont toujours été entourées d'un secret absolu. Pour garantir que les secrets de ces sous-marins ne soient jamais révélés, le cartel de Medellín a gardé ses alliés sous surveillance constante. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont ils ont contribué, de manière presque invisible, à créer une arme qui échappait même aux marines les plus avancées. En plus des ingénieurs, Escobar avait le soutien de mercenaires et d'anciens officiers militaires. Ces hommes ont non seulement contribué à la sécurité des opérations, mais ont également contribué à la formation des équipages qui pilotaient les sous-marins. L'expérience de ces alliés était inestimable et nombre d'entre eux avaient participé à des missions de guerre, apportant des compétences qui se sont révélées essentielles au succès des opérations sous-marines. Ils ont compris les tactiques militaires qui pouvaient être utilisées contre les narcos sous-marins et ont préparé leurs équipes à faire face à ces dangers. Ces alliances ne se limitaient pas à la construction et à l'exploitation de sous-marins.
Escobar entretenait également des relations étroites avec les politiciens et les autorités locales qui, moyennant un certain prix, fermaient les yeux sur les activités du cartel. Le pouvoir de l'argent noir a permis la poursuite des opérations sans interruption. Mais ces partenariats comportaient également des risques. La trahison, les fuites d'informations et les conflits internes étaient toujours au rendez-vous. Comment Escobar a-t-il gardé le contrôle de ce réseau complexe? Cela sera révélé dans les prochaines étapes de cette histoire. Les narcos sous-marins de Pablo Escobar ont toujours soulevé une question. Était-il le résultat d'un esprit novateur ou d'une réponse désespérée à une répression croissante? À un moment donné, la réponse semble claire. La pression sur le trafic aérien et terrestre était intense, les forces internationales consacrant de plus en plus de ressources à la fermeture des routes traditionnelles. Les opérations de surveillance étaient devenues incessantes, et Escobar savait que la survie du cartel de Medellín dépendait d'un débouché créatif et, surtout, indétectable. Les narcos sous-marins étaient, sans aucun doute, une innovation, mais une innovation forgée par la nécessité. La création de ces navires n'était pas seulement une démonstration de puissance, mais une solution à un problème très spécifique. Le cartel perdait de l'argent à chaque interception et l'impact financier était énorme. Escobar a compris que s'il voulait continuer à dominer le trafic de drogue, il lui faudrait dépasser les limites de l'imaginable. L'océan, vaste et inexploré, offrait cette opportunité. L'énigme de l'histoire est de savoir comment il a réussi à transformer une idée apparemment folle en l'une des innovations les plus efficaces du crime organisé moderne. Cependant, cette innovation avait un prix. La construction, l'entretien et l'exploitation de narcos sous-marins nécessitaient une quantité absurde de ressources. Ce n'était pas un choix fait sur un simple caprice, mais plutôt une nécessité de garder une longueur d'avance sur les autorités. La pression de transporter la drogue en toute sécurité, sans perdre des millions à chaque opération, a poussé Escobar à prendre des décisions que peu de gens auraient osées. Pour lui, les narcos sous-marins n'étaient pas seulement une nouvelle route, mais une question de survie pour l'empire qu'il avait bâti avec du sang et de l'argent. À chaque nouvelle opération, les narcos sous-marins renforcent leur importance stratégique. L'innovation n'est pas seulement technologique, mais aussi tactique. Mais plus Escobar innovait, plus les autorités resserraient leur emprise. La nécessité de rester au sommet le pousse à prendre des décisions de plus en plus risquées. Ainsi, le narco sous-marin est devenu un symbole de la capacité d'adaptation d'Escobar, mais aussi un rappel que la pression du système était toujours là. Vous voulez savoir comment cette innovation est restée en vigueur malgré autant de pression? L'histoire continue de se dérouler dans le chapitre suivant. Avec l'utilisation croissante des narcos sous-marins, ce n'était qu'une question de temps avant que les forces navales internationales ne commencent à réagir. Les autorités, d'abord perplexes face à cette nouvelle tactique, se sont vite rendues compte qu'elles devraient adapter leur stratégie pour faire face à cette menace submergée. La chasse aux narcos sous-marins d'Escobar a commencé avec un sentiment d'urgence. Les marines de différents pays, notamment des États-Unis et de la Colombie, ont intensifié leur présence sur les routes maritimes. Escobar, pour sa part, savait que chaque opération réussie portait un coup direct à la capacité des autorités à le contrôler. À chaque opération narco-sous-marine, le risque augmentait. Les forces navales ont commencé à utiliser de nouvelles technologies, telles que le sonar de haute précision, pour détecter les navires qui naviguaient de manière presque invisible. Mais l'avantage d'Escobar était sa discrétion. Leurs sous-marins étaient conçus pour se déplacer silencieusement dans les eaux, évitant ainsi les points clés des patrouilles navales. C'était un jeu de patience. À chaque patrouille, les forces navales devenaient de plus en plus désespérées pour capturer l'un de ces navires, mais les équipages des narcos sous-marins étaient entraînés à ne laisser aucune trace. Il y a eu des heures. À certaines occasions, les autorités ont failli capturer les sous-marins, et il y a eu des évasions dignes de scènes cinématographiques. Lors d'une de ces opérations, un narco sous-marin a été localisé, mais l'équipage a réussi à échapper à la capture
en s'immergeant pendant plusieurs heures, ne laissant aux autorités d'autre choix que d'abandonner les recherches. Ces moments intenses devenaient de plus en plus fréquents. La chasse à l'homme était en cours et les autorités faisaient de leur mieux pour anticiper les mouvements d'Escobar. Mais lui, toujours en avance, continue de défier la répression. Cette bataille entre narcos sous-marins et forces navales est devenue une véritable guerre silencieuse. D'un côté, Escobar, avec son innovation et son courage. De l'autre, les autorités, armées de moyens technologiques et de volonté politique. À chaque opération, les limites étaient testées et l'océan, vaste et profond, servait de théâtre à cet affrontement. Mais la chasse était loin d'être terminée et l'impact de ces opérations commençait à avoir des conséquences inattendues sur le trafic mondial. Vous voulez savoir comment cela a affecté l'économie et le mouvement de milliards? Le chapitre suivant révèle cette vérité. L'utilisation de narcos sous-marins par le cartel de Medellín n'était pas seulement une innovation dans le trafic de drogue, mais aussi une révolution économique. Chaque sous-marin qui naviguait sur les eaux transportait pour des millions de dollars de cocaïne, destinée aux marchés mondiaux. Ces expéditions étaient comme de l'or flottant, et chacune d'elles qui accomplissait avec succès sa mission contribuait directement au flux de milliards de dollars qui soutenait l'empire d'Escobar. L'impact de cette situation ne s'est pas limité aux rues de Colombie. Cela a eu un écho dans le monde entier, affectant tout, de l'économie américaine au marché européen. Les sous-marins narcos assuraient un transport plus efficace et moins risqué, ce qui signifiait une plus grande rentabilité pour le cartel de Medellín. La diminution des saisies a entraîné une augmentation de la quantité de drogue dans les rues et, par conséquent, un flux croissant d'argent sale. L'énigme de l'histoire est de savoir comment quelque chose d'aussi simple qu'un navire submergé a réussi à façonner le paysage économique mondial. Des milliards ont circulé grâce à ce système, ce qui s'est traduit par une consommation accrue, des violences liées au trafic et au blanchiment d'argent dans diverses régions du monde. Le mouvement financier provoqué par les narcos sous-marins a également affecté les économies locales en Colombie. Des villes comme Medellín ont connu une prospérité artificielle alimentée par l'argent du trafic de drogue. Alors que le pays luttait pour lutter contre le cartel, l'argent illicite s'est infiltré dans les structures sociales, corrompant tout, depuis les forces de police jusqu'aux hommes d'affaires locaux. Cela a créé un cycle de dépendance économique qui serait difficile à briser. Le trafic de drogue, autrefois considéré comme un problème isolé, est devenu une énigme mondiale aux conséquences dévastatrices pour l'économie mondiale. Alors que les narcos sous-marins naviguaient silencieusement sur les mers, des milliards de dollars ont été blanchis via les paradis fiscaux et les sociétés écrans du monde entier. Cette économie parallèle, qui s'est développée avec l'utilisation des sous-marins, a provoqué une crise de gouvernance et accru la nécessité de nouvelles politiques de lutte contre le trafic. L'impact de la stratégie sous-marine d'Escobar a été ressenti par les gouvernements, les banques et les entreprises. Mais comment Escobar a-t-il réussi à maintenir un réseau économique aussi étendu? La réponse réside dans la structure de protection et de collaboration qu'il a construite. Et c'est ce que révélera le prochain chapitre. Les narcos sous-marins d'Escobar n'auraient pas été possibles sans un vaste réseau de collaborateurs opérant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Colombie. Ces complices étaient des acteurs clés dans la conduite des opérations immergées, agissant en coulisses pour garantir le bon déroulement de chaque mission. Ce réseau était composé d'ingénieurs, d'hommes politiques, de militaires et même d'autorités portuaires qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au bon fonctionnement du cartel de Medellín. Chaque membre a joué un rôle clé dans ce qui allait être l'une des opérations criminelles les plus complexes de l'histoire. Parmi les collaborateurs les plus importants figuraient les ingénieurs, responsables de la création et de la maintenance des narcos sous-marins. Ils travaillèrent en secret, protégés par l'argent et l'influence d'Escobar, veillant à ce que les sous-marins soient construits avec la meilleure technologie disponible, mais aussi avec une simplicité qui les rendait difficiles à détecter.
Ces professionnels constituaient l'épine dorsale de l'opération, et nombre d'entre eux étaient des spécialistes qui, moyennant de généreuses rémunérations, se consacraient exclusivement au projet. Chaque sous-marin était une œuvre d'ingénierie discrète mais efficace. En plus des ingénieurs, Escobar comptait plusieurs personnalités puissantes sur sa masse salariale. Les autorités locales, les militaires et les politiciens ont été soudoyés pour fermer les yeux sur les opérations du cartel. Ces alliés ont non seulement veillé à ce que les opérations de construction et de transport se déroulent sans interruption, mais ils ont également contribué à créer un réseau de protection qui a tenu à distance les autorités internationales. Le mystère de l'histoire réside dans la manière dont ces alliances ont été construites et maintenues sous le voile d'un secret absolu. Le réseau de collaborateurs était le cœur qui permettait aux narcos-sous-marins de fonctionner. Sans cela, le cartel de Medellín n'aurait pas pu étendre ses opérations à une telle échelle mondiale. Mais ce filet de sécurité avait aussi ses vulnérabilités. Une trahison ou une fuite d'informations pourrait mettre en danger tout l'empire d'Escobar. Comment a-t-il réussi à équilibrer ce jeu dangereux pendant si longtemps? La réponse réside dans votre contrôle absolu et votre fidélité achetée à prix d'or. Mais comme nous le verrons ci-dessous, même les innovations les plus brillantes peuvent échouer, et les narcos sous-marins ne font pas exception. Même si les narcos sous-marins d'Escobar représentaient une innovation sans précédent dans le trafic de drogue, toutes les opérations ne se sont pas déroulées comme prévu. Même les idées les plus ingénieuses ont leurs limites, et les narcos sous-marins ne font pas exception. À mesure que les opérations s'intensifiaient, des problèmes techniques et des pannes inattendues ont commencé à apparaître. Des sous-marins incapables d'achever le voyage, des pannes mécaniques en pleine mer et, dans certains cas, des catastrophes entraînant la perte totale de la cargaison. Ces incidents ont montré que, bien qu'innovants, les narcos sous-marins étaient loin d'être parfaits. L'un des plus grands défis rencontrés était la nature improvisée de ces navires. Malgré les connaissances techniques des ingénieurs, les narcos sous-marins ont été construits avec des matériaux limités et dans des conditions improvisées. Cela entraînait souvent des pannes mécaniques pendant le voyage. Il y a eu des cas où des sous-marins ont coulé au milieu de l'océan, emportant avec eux des millions de dollars de cocaïne. Ces pertes signifiaient non seulement des pertes financières pour le cartel de Medellín, mais aussi un coup porté à la confiance qu'Escobar plaçait dans sa création la plus audacieuse. Les forces navales ont également commencé à s'adapter à la menace des narcos sous-marins. Au fil du temps, les marines de différents pays ont développé des technologies de détection plus avancées, rendant de plus en plus difficile la détection des sous-marins. À certaines occasions, des narcos sous-marins ont été interceptés en haute mer, entraînant l'arrestation de leur équipage et la saisie de leur cargaison. Ces incidents marquent une phase plus risquée des opérations submergées, où chaque voyage devient un jeu de vie ou de mort. Ces échecs ont mis à l'épreuve la résilience du cartel de Medellín et la confiance d'Escobar dans son innovation. Chaque catastrophe nécessitait des ajustements, que ce soit dans la construction des sous-marins ou dans les routes empruntées. Mais malgré les pertes et les défis, Escobar est resté déterminé à maintenir les narcos sous-marins au cœur de ses opérations. Cependant, avec la levée du siège et l'accumulation des échecs, une nouvelle phase était sur le point de commencer. Vous voulez savoir comment les forces internationales ont commencé à intensifier leurs réponses? Le chapitre suivant révèle la réaction mondiale face à cette menace sous-marine. À mesure que le succès des narcos sous-marins d'Escobar grandissait, les forces internationales intensifiaient leur stratégie pour lutter contre cette nouvelle menace sous-marine. L'utilisation de sous-marins pour le trafic de drogue était quelque chose que les autorités n'avaient pas vraiment prévu, mais une fois qu'elles ont pris conscience de l'ampleur et de l'efficacité de ces opérations, une réponse rapide et coordonnée est devenue cruciale. Des pays comme les États-Unis, en collaboration avec les gouvernements d'Amérique latine, ont commencé à mettre en œuvre des tactiques spéciales pour intercepter et démanteler le réseau de transport submergé.
L'une des premières réactions des forces internationales a été d'améliorer les systèmes sonars utilisés pour détecter les navires immergés. Les marines ont intensifié la surveillance des routes connues en investissant dans des technologies de détection plus avancées. Cette nouvelle stratégie signifiait que les narcos-sous-marins d'Escobar étaient pourchassés comme jamais auparavant. Malgré leur furtivité, les sous-marins étaient désormais confrontés à un défi bien plus grand. À chaque opération, les eaux devenaient plus dangereuses et les risques de saisie augmentaient de façon exponentielle. Outre la technologie, les forces navales ont commencé à intensifier leurs patrouilles dans les eaux internationales et sur les côtes vulnérables. Les pays côtiers les plus proches des opérations d'Escobar sont devenus des zones de surveillance intense. Des hélicoptères, des navires de guerre et des avions de patrouille étaient constamment déployés pour détecter tout signe d'activité suspecte. Pour Escobar, cela signifiait que ses sous-marins devaient être plus rapides, plus silencieux et plus stratégiques que jamais. La tension entre le cartel de Medellín et les forces internationales a atteint des niveaux critiques. La réaction internationale s'est également traduite par une série de nouveaux traités et collaborations entre les pays touchés. La création de nouvelles lois axées sur la lutte contre le trafic maritime a mis en lumière la nécessité d'une action mondiale contre l'empire submergé d'Escobar. Cependant, cette réponse n'a pas suffi à arrêter complètement le cartel. L'impact de ces actions sur les opérations d'Escobar était évident, mais il a continué à s'adapter. La prochaine étape? Voyez comment ce nouveau niveau de pression affecterait non seulement le fonctionnement des narcos sous-marins, mais aussi l'environnement. Nous plongerons dans cette énigme dans le prochain chapitre. L'utilisation de narcos sous-marins par Pablo Escobar a non seulement eu des conséquences économiques et sociales, mais a également laissé un héritage de destruction environnementale que beaucoup ignorent encore. L'océan, qui servait de voie secrète au transport de tonnes de cocaïne, a également été une victime silencieuse de cette opération. Les sous-marins abandonnés, les cargaisons perdues au fond de la mer et les matières toxiques déversées dans les eaux ont commencé à avoir un impact sur des écosystèmes marins entiers. Le trafic de drogue, qui causait déjà tant de dégâts sur Terre, commençait également à laisser des cicatrices dans les profondeurs des océans. De nombreux narcos sous-marins ont été délibérément coulés pour éviter d'être repérés. Lorsqu'une mission échouait ou que les autorités étaient sur le point d'intercepter le navire, l'équipage, suivant des instructions claires, coulait le sous-marin dans l'océan pour éliminer toute preuve. Le résultat? Plusieurs de ces sous-marins restent au fond de la mer, polluant avec du pétrole, du carburant et d'autres déchets qui affectent gravement le milieu marin. Le mystère de l'histoire est que ces dommages, souvent irréparables, sont restés cachés pendant des années et n'ont été découverts que lorsque l'impact environnemental est devenu évident. Outre les sous-marins eux-mêmes, la destruction des écosystèmes marins a également été alimentée par le mouvement intense des opérations de trafic. La faune et la flore marine souffrent de la présence constante de navires clandestins qui utilisent des zones reculées pour cacher leurs sous-marins et décharger de la drogue. Des zones qui étaient autrefois des réserves fauniques ont été transformées en zones d'opération pour les cartels. Ces ravages sont passés inaperçus auprès des autorités, plus préoccupées par la chasse aux sous-marins que par la protection de l'environnement. L'impact environnemental provoqué par ces narcos sous-marins est une énigme qui n'est pas encore totalement résolue. À ce jour, certains de ces navires sont submergés, se détériorent lentement et continuent de polluer les eaux. L'héritage d'Escobar ne se limite donc pas seulement à la criminalité, mais aussi à la destruction d'écosystèmes entiers. Mais que s'est-il passé alors qu'Escobar faisait face à des pressions environnementales et juridiques? La suite de cette histoire révèle la course à l'innovation entre Escobar et ses rivaux. Tandis que Pablo Escobar consolidait sa suprématie dans le trafic mondial grâce aux narcos sous-marins, d'autres cartels surveillaient de près ses déplacements. L'ascension fulgurante d'Escobar, alimentée par ses innovations technologiques, a déclenché une véritable course entre cartels rivaux. Des organisations comme le cartel de Cali, leur plus grand concurrent en Colombie, ont commencé à explorer des alternatives
pour ne pas se laisser distancer. Le jeu est devenu plus dangereux et plus sophistiqué, chaque cartel cherchant de nouveaux moyens de transporter de la drogue et d'échapper aux autorités. Escobar savait qu'il n'était pas le seul à rechercher l'innovation. Ses rivaux ont également investi massivement dans l'ingénierie, l'espionnage et même la coopération avec d'anciens militaires et ingénieurs internationaux. Alors qu'Escobar avait les narcos sous-marins comme arme secrète principale, les autres cartels ont commencé à explorer de nouvelles routes et technologies, notamment des drones et de petits avions sans pilote. Il ne s'agissait pas seulement d'une course au territoire, mais aussi au contrôle absolu des itinéraires de trafic. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont cette bataille technologique a changé le visage du crime organisé. La tension entre Escobar et ses rivaux s'est intensifiée à mesure que de nouvelles technologies émergeaient. Tandis qu'il maintenait sa flotte de narcos sous-marins en constante amélioration, les concurrents testaient leurs propres innovations, cherchant des moyens de contourner le contrôle naval et aérien des autorités. Un exemple emblématique est la création de nouvelles routes aériennes avec des avions plus petits et plus agiles, capables de voler à des altitudes extrêmement basses pour éviter les radars. La guerre de l'innovation entre cartels a transformé le trafic en un champ de bataille technologique. Cette course aux innovations n'était pas qu'une question de logistique. Cela a également intensifié les rivalités entre cartels, déclenchant des guerres sanglantes pour le contrôle des routes et la suprématie du trafic mondial. Escobar, qui a toujours été un maître de l'adaptation, a affronté ses rivaux avec un mélange de brutalité et de génie, restant en tête avec ses stratégies immergées. Mais la pression a continué de croître et le siège des autorités s'est de plus en plus resserré. Vous voulez savoir quel impact cela a eu sur le déclin de l'empire d'Escobar? Le chapitre suivant révèle comment le vent a commencé à tourner. L'empire de Pablo Escobar, aussi grand que terrifiant, commençait à s'effondrer lentement et les narcos sous-marins, qui avaient été son arme secrète la plus puissante, étaient également confrontés au début de leur déclin. À mesure que les autorités intensifiaient leurs opérations et que les technologies de surveillance devenaient plus sophistiquées, les mers qui semblaient autrefois un passage sûr ont commencé à se transformer en territoire à risque pour le cartel de Medellín. Ce qui était auparavant invisible au radar est désormais capturé avec précision, et le taux de saisie de sous-marins a considérablement augmenté. La pression internationale sur Escobar n'est pas venue d'un seul côté. Les États-Unis, en collaboration avec plusieurs pays d'Amérique latine, ont mobilisé d'énormes ressources pour démanteler leur réseau de trafiquants. L'opération King Hunt, visant à capturer ou éliminer Escobar, impliquait des agences telles que la DEA et les forces armées colombiennes. À la fin du siège, Escobar a vu ses sous-marins être de plus en plus interceptés et le coût de ces opérations a commencé à dépasser les gains. Les narcos sous-marins, qui avaient aux garanties des milliards au cartel, devenaient désormais un pari risqué. Outre une répression croissante, la mort de Pablo Escobar en 1993 a marqué la fin d'une époque pour le cartel de Medellín. Avec leur chute, les narcos sous-marins ont perdu le soutien logistique et le financement nécessaires pour continuer à opérer à grande échelle. Le réseau qui assurait le développement et l'exploitation de ces navires commença à se désintégrer. Sans la direction d'Escobar, le cartel n'avait plus le contrôle stratégique nécessaire pour gérer ses opérations maritimes. Ainsi, les narcos sous-marins, qui étaient autrefois le symbole de leur innovation, ont peu à peu disparu des mers. Avec la chute de l'empire d'Escobar, l'ère des narcos sous-marins a également pris fin. D'autres cartels ont continué à utiliser d'autres moyens de transport, mais l'histoire des navires submergés, si efficace à l'époque d'Escobar, est restée un chapitre unique dans l'histoire du trafic de drogue. Mais que reste-t-il de cet héritage? Le chapitre suivant explore la manière dont la technologie des narcos sous-marins se répercute encore sur le trafic moderne et l'impact qu'elle a laissé sur les cartels qui ont suivi. Même si l'ère des narcos sous-marins a pris fin avec la chute de Pablo Escobar, son impact sur le trafic de drogue a été profond et durable. Les sous-marins semi-submergés introduits par le cartel de Medellín
ont révolutionné la manière de faire de la contrebande, et cette innovation technologique a influencé le trafic de drogue jusqu'à aujourd'hui. Même après l'effondrement de l'empire d'Escobar, d'autres cartels ont adopté et adapté cette technologie, développant des navires encore plus furtifs et sophistiqués. L'héritage des narcos sous-marins n'est pas mort avec Escobar, il a simplement évolué. Au fil des années, des cartels au Mexique et en Amérique centrale ont commencé à expérimenter leur propre version de sous-marins. Ces navires, souvent plus petits et plus avancés que ceux d'Escobar, ont été conçus pour éviter les systèmes de détection modernes. L'influence de l'innovation d'Escobar s'est étendue au-delà de la Colombie, affectant le trafic mondial. Les ingénieurs qui travaillaient pour le cartel de Medellín ont laissé un héritage qui a été réutilisé par d'autres organisations criminelles, et les narcos sous-marins ont continué à emprunter des routes clandestines. Le mystère de l'histoire de ces sous-marins persiste également. Même si bon nombre de ces navires ont été détruits ou capturés, des rapports font encore état de sous-marins abandonnés au fond de l'océan, rappel silencieux d'une époque où le trafic de sous-marins mettait à l'épreuve les plus grandes puissances mondiales. La technologie du transport maritime de drogue a continué d'évoluer, mais la contribution d'Escobar à cette innovation n'a jamais été oubliée. Sa vision d'utiliser l'océan comme route a été une étape importante dans le trafic de drogue, et cette stratégie a changé à jamais la façon dont les autorités luttent contre le trafic de drogue. L'impact des narcos sous-marins va donc au-delà de la logistique du trafic de drogue. Ils ont contraint les gouvernements à repenser leur stratégie, à investir dans des technologies de pointe et à coordonner les efforts mondiaux pour contenir ce type d'opération. La bataille entre les trafiquants de drogue et les autorités est devenue une course technologique, et tout a commencé avec Escobar. Mais comment, outre les sous-marins, Escobar a-t-il réussi à maintenir sa position de génie de la logistique du trafic? Le chapitre suivant explore l'esprit derrière cette opération. Le génie criminel d'Escobar. Pablo Escobar n'était pas seulement un baron de la drogue, c'était un brillant stratège qui savait utiliser la logistique comme une arme puissante. Son succès n'était pas seulement dû à la brutalité avec laquelle il contrôlait le cartel de Medellín, mais aussi à la manière calculée et ingénieuse avec laquelle il coordonnait ses opérations. Il a transformé le trafic de drogue en une machine logistique précise, capable de transporter des milliards de dollars de cocaïne à travers le monde. Son talent consistait à relier des points que personne d'autre ne voyait, unissant les routes, les technologies et les personnes dans un réseau de trafic mondial pratiquement impénétrable. Les sous-marins narcos étaient l'une des nombreuses solutions logistiques innovantes développées par Escobar pour faire face à une répression accrue. Mais son génie allait bien au-delà. Il a réussi à bâtir un empire basé sur une chaîne d'approvisionnement complexe, qui allait de la production de cocaïne dans les montagnes colombiennes à sa distribution dans les grandes villes du monde. Tout cela fonctionnait comme une horloge bien réglée, et Escobar était le chef d'orchestre qui coordonnait cette symphonie criminelle. Chaque itinéraire, chaque pot de vin, chaque opération était planifiée avec précision. Escobar savait également utiliser son influence pour manipuler la politique, tant au niveau local qu'international. Il savait que la puissance brute ne suffisait pas. Il fallait maîtriser les points clés du système pour en assurer le succès. Avec son immense fortune, il a acheté des loyautés, corrompu les autorités et investi dans les infrastructures qui garantissaient le déroulement de ses opérations. Sa capacité à adapter ses stratégies à mesure que la répression s'intensifiait était impressionnante. Et la création de narcos sous-marins n'est qu'un autre exemple de la façon dont il a réussi à transformer la pression en opportunité. Ce génie logistique d'Escobar n'était cependant pas sans risque. Son ambition l'a amené à affronter des ennemis puissants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Colombie. Le siège imposé par les autorités, associé à une rivalité croissante avec d'autres cartels, a mis à l'épreuve leur capacité à s'adapter aux limites. Mais jusqu'au bout, Escobar est resté un maître de la logistique criminelle, changeant à jamais le trafic de drogue.
Vous voulez savoir comment cet esprit brillant a laissé un héritage dans le trafic mondial? Le chapitre suivant nous amène à la conclusion de cette histoire et à la façon dont elle a façonné l'avenir du crime organisé. L'impact des narcos sous-marins d'Escobar continue encore aujourd'hui de se répercuter dans le monde criminel. Bien que le règne du cartel de Medellín ait pris fin avec la mort d'Escobar, les innovations technologiques qu'il a introduites dans le trafic de drogue ont redéfini à jamais les opérations criminelles. L'introduction des sous-marins comme moyen de transport illicite n'était pas seulement une solution temporaire, mais une étape importante dans l'évolution des tactiques de contrebande. Aujourd'hui encore, les narcos sous-marins restent l'une des plus grandes énigmes de l'histoire du crime organisé. Ces navires submergés ont changé la façon dont fonctionnent les cartels mondiaux, obligeant les autorités à s'adapter continuellement à de nouvelles tactiques de trafic. La course entre trafiquants de drogue et forces de répression, lancée par Escobar, est devenue une constante dans le monde du trafic de drogue. À chaque nouvelle technologie introduite par les cartels, les forces de lutte contre la criminalité réagissent. Ainsi, la guerre silencieuse dans les profondeurs de l'océan, commencée avec Escobar, continue d'influencer le scénario actuel. L'héritage des narcos sous-marins a également apporté une nouvelle compréhension du rôle de l'innovation dans le monde de la criminalité. Escobar a prouvé que, même dans un environnement de répression intense, la capacité de s'adapter et de créer des solutions inattendues peut garantir la survie et, pour un temps, la suprématie. Leurs tactiques ont imposé une refonte globale de la lutte contre le trafic et, plus important encore, ont démontré que l'océan, autrefois considéré comme une barrière, pouvait se transformer en une route secrète. Ce mystère de l'histoire fascine toujours les universitaires et les autorités du monde entier. La leçon laissée par Escobar et ses narcos sous-marins est claire. Le crime organisé, associé à l'innovation, possède un surprenant pouvoir d'adaptation. Ce qui a commencé comme une solution d'urgence dans les eaux colombiennes est devenu un symbole de l'ingéniosité du trafic de drogue. Maintenant que vous connaissez toute cette histoire, la question demeure. Comment évoluera à l'avenir cette bataille entre innovation criminelle et répression? Et comment pouvons-nous, en tant que société, tirer les leçons du passé pour relever les défis du présent? Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci